Des stades pleins à craquer, des millions de gens qui regardent en ligne, des investissements colossaux. Les sports, ce n'est plus du tout un phénomène de niche, c'est devenu un véritable empire. Et aujourd'hui, on va justement plonger dans l'analyse stratégique de cette expansion mondiale. Mais au-delà de tout ce buzz médiatique, est-ce que le modèle économique tient vraiment la route? Est-ce qu'on est face au nouvel Eldorado du divertissement ou est-ce que c'est juste une grosse bulle spéculative qui va finir par éclater? C'est la question au cœur de notre analyse. Alors, pour tenter d'y répondre, on va explorer 4 points. D'abord, la validation de son modèle économique. Ensuite, on se penchera sur les flux de revenus, d'où vient l'argent. Troisièmement, on parlera des risques d'intégrité. Et enfin, on essaiera de donner un verdict sur son avenir. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, ce fameux modèle économique. Qu'est-ce qui fait que cette industrie, aujourd'hui, est considérée comme légitime? Quelles sont ses fondations? Quand on regarde cette frise, on voit tout de suite un truc, ce n'est pas une mode passagère. Ça s'est construit sur des décennies. On part d'un petit tournoi dans les années 70 pour arriver à des stades remplis dans le monde entier aujourd'hui. Cette croissance, elle est organique, continue. Et ça, c'est déjà une première preuve que le modèle est solide. Et le cœur du réacteur de ce modèle, c'est l'audience. Une audience absolument gigantesque. On parle de plus de 500 millions de personnes. Rien que ce chiffre, ça vous donne une idée de l'ampleur du truc. C'est une base de fans mondiale, jeunes, super engagés, qui donne à l'esport toute sa pertinence, à la fois culturelle et bien sûr économique. Ok, mais concrètement, comment ça marche, économiquement parlant? En fait, tout repose sur 2 piliers. Le premier, c'est cette audience, jeune, loyale et surtout très compliquée à toucher pour les publicitaires classiques. Le deuxième pilier, et là c'est vraiment le point clé, c'est que les éditeurs de jeux contrôlent absolument tout. Et c'est ça qui rend ce modèle si particulier et si stable. Et là, la différence est flagrante. Dans un sport tradi, comme le foot, le pouvoir est éclaté entre les ligues, les équipes, les diffuseurs. Dans l'e-sport, l'éditeur est le seul maître à bord, le roi. Prenez Riot Games avec League of Legends. Ils contrôlent le jeu, mais aussi les règles de la compétition, les ligues, tout. Ils peuvent même changer une règle du jeu du jour au lendemain, et ça peut complètement bouleverser la carrière d'un joueur pro. C'est un pouvoir qui est totalement centralisé, impensable dans le foot ou le basket. Bon, maintenant qu'on a vu la structure du modèle, passons à la question qui intéresse tout le monde, l'argent. On va décortiquer un peu d'où viennent les revenus. Ce graphique, il parle de lui-même. La part du lion, c'est le sponsoring. On parle d'environ 60% des revenus de toute l'industrie. C'est énorme. Forcément, les marques se jettent dessus pour toucher la fameuse Gen Z. Après, on trouve les droits médias, les produits dérivés, les tickets et les frais que prennent les éditeurs. Mais il faut bien retenir une chose, le moteur de tout ça, c'est le sponsoring. Et du côté des joueurs alors, comment ils gagnent leur vie? Eh bien, leurs sources de revenus sont hyper variées. Il y a le salaire de leur équipe, bien sûr, les gains en tournoi, ce qu'on appelle les cash prizes. Il y a aussi une part qui vient de la vente d'objets dans le jeu, les skins. Ils ont aussi leurs propres sponsors et beaucoup créent du contenu à côté, sur Twitch ou YouTube. Pour qu'on se rende bien compte, regardons quelques chiffres, c'est assez fou. Sur League of Legends, rien que dans la ligue nord-américaine, le salaire moyen, c'est presque un demi-million de dollars par an. Sur un jeu comme Valorant, on parle de salaire entre 20 000 et 40 000 dollars par mois. Et que dire de Dota 2? Leur plus gros tournoi, en 2021, avait une cagnotte de 40 millions de dollars. Oui, 40 millions. On est sur des sommes qui rivalisent sérieusement avec les grands sports traditionnels. Mais attention, ce tableau idyllique a aussi sa part d'ombre. Cette croissance ultra rapide, ça crée forcément des défis. On attaque la troisième partie, les risques, les failles dans le système. Parce que oui, cette croissance, elle met en lumière pas mal de problèmes. L'e-sport doit faire face à des défis vraiment sérieux. On parle de matchs arrangés, liés à des paris illégaux, on parle de dopage, et là, attention, pas de logiciel de triche, non. On parle de vrais médicaments, comme l'Adderall, utilisés pour booster la concentration. Il y a aussi tout le problème de la toxicité en ligne, la pression monstre qui pèse sur les joueurs qui mène à des burn-out. Et pour couronner le tout, il n'y a pas vraiment de syndicat de joueurs assez fort pour les défendre. Voilà les vrais combats que l'e-sport doit gagner pour être crédible. Et c'est ça le point crucial. Tous ces risques, au final, ils menacent la crédibilité même de la discipline sur le long terme. Pour que les fans et les investisseurs continuent d'avoir confiance, il faut une régulation hyper stricte. Parce que sans cette confiance, eh bien, tout le château de cartes peut s'effondrer. Alors, maintenant qu'on a mis tout ça sur la table, le bon comme le mauvais, et quel est le verdict? C'est notre dernière partie. On se projette dans l'avenir de l'e-sport. Le verdict est assez clair. Non, l'e-sport n'est pas une simple bulle. C'est une industrie qui est bien structurée, avec un modèle économique qui a fait ses preuves et des perspectives de croissance exceptionnelles. On peut dire que les fondations sont solides, mais le chantier n'est pas terminé et il faut le surveiller de près.
Et pour que ça dure, justement, il y a des devoirs à faire. Il faut absolument mettre en place des règles claires et solides, partout dans le monde. Il faut faire du bien-être des joueurs une vraie priorité. Il faut aussi travailler sur l'inclusion, la diversité. Et bien sûr, ne jamais arrêter d'innover pour que l'expérience des spectateurs reste incroyable. Finalement, on peut le dire, les sports, ce n'est plus le futur du sport, c'est le présent, c'est là, maintenant. Mais la grande question qui reste, c'est de savoir si une régulation forte sera bien la clé qui transformera ce phénomène en un héritage qui durera dans le temps.